l'émission ce dimanche. Le retour sur l'actualité de la semaine avec le duel Natacha Polony-Raphaël Glucksmann. Et puis dans une quinzaine de minutes, après le sommet de Davos, un nouvel ordre ou un nouveau désordre mondial serait-il en train d'émerger? Nous ouvrirons le débat avec notre invité, l'économiste et essayiste Nicolas Bavrez. Il viendra nous rejoindre tout à l'heure. France Inter, le grand face-à-face, Ali Badou. Avec Natacha Polony et Raphaël Glucksmann. Bonjour Natacha. Bonjour. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et on va directement rentrer dans le vif du sujet. Parmi les faits qui ont retenu votre attention cette semaine, Natacha, ça s'est passé dans le Nord, dans le Pas-de-Calais, dans l'Oise ou dans le Rhône. On en a vu les images. Elles ont fait le tour des JT et du web. Les gens rentrant qui ont voulu rentrer avant tout le monde, devant le rayon, et se pousser, tout qui volait, les palettes elles volaient, tout qui volait. Une grosse panique. Et une femme elle a été griffée, des fous. Moi ça fait un moment que je travaille ici, plus de 20 ans, j'ai jamais vu ça. Que pour des pots de Nutella. On s'est parfois battu dans les hypermarchés pour des pots de Nutella vendus 1,40 € au lieu de 4,70 €. Et pour vous, Natacha, c'est très très loin d'être anecdotique. Oui, c'est loin d'être anecdotique pour plusieurs raisons. D'abord parce que, en effet, voir des gens en venir aux mains, se battre de cette façon-là, ces images sont extrêmement violentes et profondément troublantes, désolantes, mais surtout ce qui doit retenir notre attention, me semble-t-il, c'est l'analyse qu'on peut faire par la suite. Il y a eu évidemment des gens qui ont exprimé leur indignation et d'autres qui ont répondu, mais ces gens-là ne se battaient pas pour des pots de Nutella, ils se battaient pour gagner quelques euros parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils ont des difficultés financières. Et c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais pour autant, certains ont dit, vous voyez, trouver ça choquant, c'est du mépris de classe, on méprise ces gens, etc. Et je pense qu'il faut réfléchir en fait au système qui aboutit à ce genre d'image. Qu'est-ce qui fait que des gens vont, bien sûr, n'ont pas beaucoup d'argent, mais vont le dépenser pour acheter ce truc-là, parce que c'est produit-là. Bon. La question est toute bête, hein. Oui, mais bon peut recouvrir différentes notions. C'est-à-dire bon dans le sens où ça crée une addiction, dans le sens où c'est extrêmement gras, extrêmement sucré. On sait aujourd'hui qu'il y a des épidémies de diabète, des épidémies de maladies cardiovasculaires, d'obésité, et ce produit est le symbole de tout ça. Faut-il considérer que on doit laisser des gens se battre pour ce produit parce qu'ils pensent que c'est indispensable et que c'est indispensable à leurs enfants. C'est toute la question de la liberté. La liberté, ça nécessite d'abord de connaître, de savoir pour pouvoir exercer un choix qui soit réellement raisonné, qui ne dépende pas par exemple d'une publicité qui vous a collé dans le crâne que tout ça était indispensable. Sinon, ce n'est pas de la liberté, c'est de l'aliénation. Ça nécessite de ne pas être en proie à des pulsions et des pulsions addictives. Or, on sait de plus en plus que le sucre provoque des addictions. Donc, où est la liberté là-dedans? Et en particulier quand ça touche les plus pauvres, quand ça touche ceux qui ne sont pas suffisamment informés et ceux qui dépendent de la grande distribution pour ça, alors il faut se poser la question de la responsabilité que nous avons de mettre en place ce système qui aliène les individus. Raphaël Glucksmann. Je suis assez d'accord. D'ailleurs, c'est pas nouveau. Marx analysait déjà le fétichisme de la marchandise et Baudrillard, si on veut faire plus récent, dans la société de consommation, analysait comment on était passé d'une logique du besoin, parce que là, c'était pas des émeutes du pain, c'est pas quelque chose de vital de manger du Nutella ou de la Nutella, ça dépend. Dans la société de consommation, il analysait comment on était passé de cette logique du besoin à une logique du désir, de la marque, du désir suscité par un environnement de signes. Il va falloir trouver les meilleurs arguments, Raphaël Glucksmann, parce qu'en régie ici à la maison de la radio, tout le monde ne comprend pas ce que vous dites. Ah non, mais ce que je veux dire, c'est que en réalité, on peut avoir besoin de pâte à tartiner. Oui, on va avoir besoin de pâte à tartiner, mais il y a un fétichisme de la marque qui est créé par la publicité. Après, c'est vrai que moi, j'ai été choqué par les ricanements sur Twitter. C'est-à-dire que j'ai pas relayé les vidéos parce que je trouvais qu'il y avait une forme de mépris de classe qui s'exerçait quand on se disait, regardez, ce sont des animaux et tout ça. Il y a un fait qui est que les gens, les lieux où on a vu ces images désolantes, eh bien, c'est des lieux marginalisés, des lieux de déclassement, des lieux de cette France qui ne gagne pas, qui n'est pas encore back, et c'est une France qu'on veut pas voir, dont on se moque un peu trop facilement quand on est un bobo parisien comme moi. Donc, il y a eu du mépris de classe, et juste sur la logique du Nutella, c'est vrai
qu'il y a ce fétichisme de la marque, mais c'est vrai aussi que quand Lidl, il y a 2 ans, avait fait des promos sur l'huile de tournesol, là qui devient carrément quelque chose dont on a besoin, eh bien, il y avait eu les mêmes scènes. Donc il y a quand même une logique sociale derrière ça. Bien entendu. Et je pense que la logique sociale doit être réfléchie. Il faut absolument faire en sorte qu'il n'y ait pas moins de gens qui sont dans une telle détresse qu'ils sont à 2 € près le mois. Il faut prendre conscience de ça. Oui, il y a des gens qui sont à 2 € près, à 5 € près par mois. Simplement, ensuite, il faut se demander pourquoi ça se reporte sur des produits comme celui-là et, par exemple, pourquoi nous ne sommes pas capables... Écoutez, c'est pas qu'il faudrait plus en vendre, c'est que, encore une fois, la liberté, elle nécessite un apprentissage. Et vous savez, dans son discours, dans ses vœux à l'agriculture, Emmanuel Macron a été très technique, il nous a parlé des filières, de l'organisation. Et puis à la toute fin, il y a eu une toute petite phrase sur l'éducation au goût. Oui, ce serait bien quand même qu'on éduque au goût. Mais pardon, mais ça nécessite pas une phrase, ça nécessite 2 heures de discours. Réfléchissons à la façon dont on va libérer les individus en leur recréant des véritables sensations. C'est-à-dire pas l'addiction au gras et au sucre, mais le plaisir d'un morceau de pain avec du chocolat ou du beurre et du chocolat noir râpé. Ça coûte moins cher. Du beurre et du chocolat noir râpé. Ça coûte moins cher. C'est un plaisir qui est beaucoup plus intense. C'est moins bon. Non, c'est pas moins bon. C'est pas moins bon, mais ça nécessite un apprentissage. Votre addiction pour la Nutella, parce que je tiens à préciser d'ailleurs qu'on dit la Nutella. Pas du tout. Tout le monde dit le Nutella, mais si, non mais Ali Badou me lançait pas sur ce sujet parce que isolée. Mais c'est un produit italien et donc on dit la Nutella, mais ça c'est une erreur que tous les Français partagent, donc à la fin ça devient une vérité. Mais plus sérieusement, on a déjà fait des progrès sur ça parce que le bio à l'école c'est censé amener comme ça une diversification du goût, donc il va falloir accélérer et il faut absolument effectivement que l'éducation prenne en charge ce rapport à la marque et l'esprit critique. Encore un mot, puisque ce sont des scènes de bataille rangée qu'on peut voir aussi au moment des soldes dans de très grandes enseignes de luxe. Ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est aux 2 chaînons de la chaîne, les 2 maillons de la chaîne, debout de la chaîne. C'est pour ça qu'il aurait bien tort de pratiquer un mépris de classe et qu'il faudrait s'interroger sur le processus qui, en effet, relève de comment dire, le consumérisme sur lequel s'appuie toute l'organisation de notre société et qui a pour but de transformer les individus en êtres pulsionnels. Et ça touche toutes les couches de la société, c'est-à-dire débrancher la raison pour essayer d'agir sur la pulsion, pour faire en sorte que le besoin de consommer soit impérieux. Ça, c'est une aliénation monstrueuse. Bien vu dans La République de la malbouffe, c'est le titre d'un papier que vous signez dans Le Figaro cette semaine, Natacha. Le grand face-à-face sur France Inter. Raphaël Glucksmann, ce qui a retenu votre attention cette semaine, c'est une offensive menée par la Turquie contre des groupes combattants, des milices kurdes dans le nord de la Syrie. Oui, ça a retenu mon attention et j'espère celle des auditeurs et des auditrices parce que il s'agit là des groupes combattants qu'on célébrait tous au moment de leur résistance à Daesh, contre Daesh, à Kobané notamment, et on tout d'un coup Erdogan les attaque et on assiste impuissant et silencieusement à cette offensive. Et pour moi, ce que ça illustre, c'est la débâcle totale de l'Occident, de l'Europe, des États-Unis, en Syrie et dans la région en général. C'est-à-dire qu'on a laissé ce pays se transformer en terrain de jeu pour des tyrans, que ce soit Erdogan, Poutine, Khamenei, et finalement, tous les gens qui auraient pu être nos alliés, les Kurdes d'un côté, et de l'autre, les révolutionnaires syriens qui se battaient à la fois contre les djihadistes et contre Bachar el-Assad, eh bien, sont les victimes de notre impuissance, de notre pusillanimité et finalement de notre je m'en foutisme. Et c'est très grave. Oui, c'est très grave. On va finir par le payer. Vous savez, là, on a quoi? On a un allié de l'OTAN, donc la Turquie, qui mène une offensive contre des gens qui sont entraînés, équipés par la France et par les États-Unis pour résister à Daesh, pour combattre Daesh. Ces gens-là qui ont repris Raqqa. Et donc, on assiste à cela. Et finalement, on ne fait rien, on ne dit rien. Et je pense que c'est vraiment quelque chose dont on paiera un prix extrêmement élevé plus tard. C'est-à-dire qu'on n'aura plus aucun allié dans cette région, si on continue comme ça. Il me semble que le mal vient de plus loin. C'est-à-dire que il vient notamment de la façon dont on a laissé la Turquie s'organiser petit à petit comme une dictature, en fermant les yeux totalement sur ce qui était en train de se passer. Mais ça remonte, par exemple, à la fin des années 90, au début des années 2000, quand on célébrait l'islamisme modéré
de Erdogan comme une solution formidable, sans regarder ce que ça signifiait. C'est-à-dire qu'il y a un aveuglement sur ce qu'est la nature même de l'islamisme là-dedans, et le fait d'avoir comme ça un abandon total de cette laïcité qui s'était mise en place en Turquie. Ensuite, c'est le rôle de l'OTAN, bien sûr. On a laissé pendant des décennies l'OTAN devenir, une coquille vide qui servait juste les intérêts des États-Unis. On sait que c'est quelque chose qui n'a aucun intérêt, et on voit donc ce que signifie être allié de l'OTAN. C'est quelque chose qui n'a aucun intérêt, est une phrase vite dite, mais la question, si, c'est vite dit, la question c'est celle-là, et c'est aussi la question syrienne, c'est-à-dire que jamais Erdogan n'aurait fait cela si jamais, l'Occident était crédible sur la Syrie. Et ce qui s'est passé, c'est que de ligne rouge en ligne rouge, on a laissé ce pays devenir un terrain de jeu pour dictateurs. Et aujourd'hui, si une solution est trouvée, qui ne sera pas une solution démocratique, qui ne sera pas une solution politique, ce sera une solution en gros négocier entre des tyrans qui se partagent des territoires. Et ça, c'est une catastrophe. C'est-à-dire que c'est un bond en arrière. Mais que faudrait-il faire pour comprendre, Raphaël Glucksmann ? Alors déjà, ce qu'il fallait faire, c'est ne pas laisser Bachar el-Assad contrôler la situation en Syrie, c'est ne pas laisser effectivement Erdogan asseoir son pouvoir comme cela, et c'est ensuite, quand on n'est pas capable de faire respecter les lignes rouges qu'on a soi-même énoncées, effectivement on laisse tous les autres décider. Et ce qui se passe, c'est l'abandon d'un peuple d'abord, et ensuite l'abandon d'une région. C'est-à-dire que, en gros, aujourd'hui, si vous êtes un tyran, c'est la fête tous les jours. C'est ça le message qui est depuis 6 ans et produit par l'impuissance, l'inexistence de l'Europe. La question de savoir si c'est la fête quand on est un tyran, ça date pas d'il y a 6 ans et ça ne date pas de la Syrie. Simplement, ça fait 6 ans que il y aurait une réflexion à mener. Il y aurait une réflexion à mener sur la souveraineté des États. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus prôner le devoir d'ingérence permanent. Ça a donné l'Irak en 2003. Ça a donné la Libye, et je pense que l'Occident a fait des stupidités totales. En revanche, l'Occident pourrait ne pas se mettre pieds et poings liés dans les mains d'un tyran comme Erdogan, ce que nous avons fait à travers la question des réfugiés, et qui fait qu'aujourd'hui, parce que Erdogan gère nos réfugiés, ou les réfugiés qui pourraient venir en Europe, nous ne savons que faire, et nous ne pouvons pas nous opposer à son action. C'est-à-dire que quand il décide que la seule politique c'est la guerre, à la manière de George W. Bush, c'est une catastrophe. Mais quand il décide de ne plus avoir de politique, de laisser les choses en l'état, c'est une catastrophe aussi. Et donc il va falloir qu'on détermine une politique cohérente. C'est ça, qui ne soit ni intervenir pour renverser les tyrans les uns après les autres, parce que ça ne marche pas, mais pas non plus laisser des tyrans disposer de leur peuple, parce que la souveraineté dont vous parlez, c'est aussi utilisé par des tyrans pour disposer de leur peuple, non pas des peuples à disposer d'eux-mêmes, mais droit des tyrans à disposer de leur peuple. Pour alimenter votre discussion, ces groupes kurdes dans le nord de la Syrie, notamment l'YPG, qui appellent à l'aide le régime de Bachar el-Assad. Ouais, bien sûr, c'est le symbole de cela, c'est-à-dire que aujourd'hui on est dans une situation très simple où les révolutionnaires qui faisaient face à Bachar el-Assad vont se demander l'aide de n'importe qui, et ceux qui font face à Erdogan vont demander l'aide de n'importe qui, parce que de toute façon tout le monde sait une chose, c'est que l'Occident n'est pas crédible, que l'Europe n'est pas crédible, que les États-Unis ne sont pas crédibles. Dans ces pays qui ont été, hélas, découpés par l'Occident de façon aberrante et qui payent les lignes tracées au début du XXe siècle, ce qui est compliqué, c'est que jusqu'à présent, Bachar el-Assad et son père avant lui avaient maintenu l'existence de minorités qui, du coup, évidemment, l'appellent à l'aide et s'appuie sur lui. Donc notre problème, c'est que, bien sûr, nous payons un siècle d'histoire occidentale absolument lamentable. Simplement, je pense que si on n'avait pas considéré qu'il fallait absolument classer Vladimir Poutine dans un axe du mal, le repousser dans ses retranchements, si on avait dès le départ essayé bien sûr, et si on avait essayé de discuter dans le cadre d'un rapport de force intelligent, on n'en serait peut-être pas là.
Mais bien sûr, mais il faut l'instaurer, ce rapport Parce de que force. Le problème, c'est que... Dire qu'il est scandaleux de ne pas intervenir, dire qu'il est scandaleux de laisser les Kurdes, oui, ça nous révolte. Mais vous proposez quoi? On intervient? Mais bien sûr qu'il faut faire pression sur Erdogan. Vous croyez que Erdogan, honnêtement, est quelqu'un qui se balade comme ça dans l'air? Non, il y a tout à fait moyen de faire pression. Il fait partie de l'OTAN. On peut engager un rapport de force politique. C'est ce que je vous disais, un rapport de force. Mais pour ça, jamais je ne dirais. Pour ça, il ne fallait pas laisser Angela Merkel lui déléguer la question des réfugiés. Encore un mot, Raphaël Glucksmann, sur le sujet. Oui, bien sûr que nous avons fait plein d'erreurs, mais l'erreur essentielle, c'est que nous n'avons pas de politique claire et assumée et cohérente. C'est un poulet sans tête, l'Occident, aujourd'hui, et donc tout se passe sans nous. Mais encore faut-il savoir ce qu'est exactement l'Occident et si on peut considérer que l'Europe, par exemple, a les mêmes intérêts objectifs que les États-Unis. Oui, mais des gens comme vous empêchent l'affirmation d'une souveraineté européenne sur. Bien sûr, parce que il faudrait déléguer, créer une politique étrangère européenne. Il faudrait avoir une armée européenne. Raphaël. Bien sûr, il faudrait avoir une armée européenne indépendante des États-Unis. Et pour ça, il faudrait que les nations soient capables de définir ce qui relève de l'intérêt de l'Union européenne ou de l'intérêt des peuples européens et des nations européennes et qui ne dépendent pas des États-Unis. Or, pour l'instant, nous avons au sein de l'Union européenne des gens qui veulent dépendre des États-Unis. Mais si vous parlez tout le temps, je vais jamais avoir la parole. Donc, qui ne dépendent pas des États-Unis, évidemment, mais pour cela, il faut donner les moyens à l'Europe, politiquement et militairement, d'avoir sa souveraineté. Laquelle et quel pays? Mais ces pays qui vont accepter de déléguer leur souveraineté, des pays donc qui n'écouteront pas Natacha Polony. Donc pas la Pologne, donc pas les États baltes qui ne veulent pas. Mais vous racontez n'importe quoi sur les pays baltes, par exemple. Les pays baltes voudraient tout à fait en faire partie de cette Europe qui est beaucoup plus fédérale. Bien sûr que si, l'Estonie ne demande que ça. Donc encore une fois, c'est dépend quelle Europe fédérale, Raphaël. Bon, on n'arrivera pas à vous réconcilier sur le sujet. Sur quel modèle? Raphaël Glucksmann. Non, mais je veux bien, on passe au débat avec toujours nous expliquer qu'il faudrait que l'Europe ait une politique, mais on ne veut pas donner à l'Europe les moyens de cette politique. Donc, tant qu'il y aura que des nations qui se feront des petites guéguerres minables, évidemment que l'Europe sera sous domination américaine. C'est la question